Le retour de la paix favorise la prospérité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Deux personnages vont s'intéresser à ces activités, le duc de Sully, que vous connaissez bien, et Barthélemy de Laffemas, que vous connaissez moins bien, mais qui est beaucoup plus intéressant. Maximilien de Béthune, duc de Sully, était un compagnon d'armes d'Henri IV. Il était donc protestant comme lui et il devint surintendant des finances en 1598. À ce titre, il eut à remettre de l'ordre dans les finances. Il fit donc dresser chaque année un tableau comparatif des recettes et des dépenses. Et ce tableau était contrôlé par la Chambre des comptes. Il faut en conclure qu'auparavant, les recettes et les dépenses étaient décidées un peu au petit bonheur, surtout les dépenses. Et comme la Cour des comptes avait été fondée par Saint Louis au XIIIe siècle, on se demande bien à quoi elle avait servi entre-temps. Il fit restituer aux fermiers les sommes qu'ils détournaient sur les impôts. Alors les fermiers, ce ne sont pas des paysans, ce sont des gens qui tiennent à ferme, c'est-à-dire en location, les recettes fiscales. Ils avancent le produit des impôts au trésor royal et ils se remboursent ensuite en levant les impôts. Avec quelquefois, bien sûr, un bénéfice assez coquet. D'autre part, il fit élargir l'assiette de la taille. C'est le principal impôt, mais les nobles en sont exemptés. Il fit donc la chasse aux faux nobles, en se prétendait nobles pour ne pas payer la taille. Et en contrepartie, il en fit réduire le taux. L'assiette, c'est le nombre de personnes sur lesquelles cet impôt est assis. Et un bon impôt est un impôt qui a une assiette large, beaucoup de gens le payent, mais un taux réduit, on ne paye pas beaucoup chacun. Par contre, le trésor royal devait beaucoup d'argent à ses créanciers, et Sully décida qu'il n'en devait plus. C'est ce qu'on appelle faire banqueroute, une banqueroute partielle en l'occurrence. Et sur les dettes qu'il continuait de payer, il décida de baisser le taux. Il m'a prêté de l'argent à 3%, finalement je ne vous servirai qu'un intérêt de 1%. Et comme je suis le roi, vous ne pouvez pas vous plaindre. Ne pas payer ses dettes est un moyen excellent d'assainir les finances. Je ne vous conseille pas de l'essayer vous-même. Vous connaissez la phrase célèbre de Sully, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Cet observateur plein d'acuité avait remarqué que la plupart des Français étaient paysans à l'époque. Sully fit donc diminuer la taille des laboureurs, je vous rappelle quand même qu'elle avait été multipliée par 2,7 précédemment, et il interdit la saisie du bétail et du matériel agricole au cas où les paysans n'arrivaient pas à faire face à leurs dettes. Néanmoins, cette sollicitude pour les paysans laisse entendre que Sully pensait que la terre était la seule source de richesse. C'est une idée complètement fausse qui sera reprise au XVIIIe siècle par les physiocrates. Heureusement, tout le monde ne pensait pas ainsi. Barthélemy de Laffemas avait été fournisseur de la cour en argenterie et aussi en tissu fin. Mais le trésor royal est mauvais payeur, si bien que Laffemas finit en prison pour dette en 1601. Mais il fut tiré de ce mauvais pas par le roi Henri IV lui-même, qui, contrairement à Sully, s'intéressait à l'industrie. Et en 1602, Laffemas fut nommé contrôleur général du commerce. Et pour faciliter le développement de l'industrie, qui a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, il étendit les jurandes, qu'on appelle aussi les corporations, qui existaient déjà, mais il les rendit plus ou moins obligatoires, au grand mécontentement de beaucoup d'ailleurs. Et pour développer l'industrie, toujours, il préconisa la fondation de manufactures royales. Le grand commerce à l'époque ne concerne que les produits de luxe, d'une part, et puis les produits exotiques qu'on ne peut pas faire pousser chez soi. Les produits de luxe sont les verres, la tapisserie, les toiles fines, les dentelles, etc. Et bien sûr la soie, si bien qu'un édit obligeait chaque paroisse à avoir une plantation de mûriers. C'est l'arbre dont se nourrit le ver à soie qui produit ce tissu précieux. Et Laffemas fut aidé dans cette tâche par Olivier de Serres, qui est le père de l'agronomie française, auteur d'un grand ouvrage, Le théâtre d'agriculture. Et il faut noter, vous voyez, que l'industrie s'appuie sur des produits agricoles. En l'occurrence le mûrier, mais il y a aussi le lin qui fournit par exemple aussi bien une étoffe qu'une huile. Donc l'industrie favorise l'agriculture. D'autant plus que le développement des villes suppose que les campagnes soient capables de nourrir non seulement les habitants des campagnes, mais ceux des villes. Dès 1601, Laffemas avait fait ouvrir la manufacture des Gobelins, et il avait fait planter une magnanerie de 15 000 mûriers au bois de Boulogne. Mais en réalité, dès 1604, les manufactures de soie périclitèrent et les importations reprirent. Je viens de parler des importations, et en effet, il y a un lien étroit entre l'industrie et le commerce, comme il y en a un entre l'agriculture et l'industrie. Le commerce se développe et pour le faciliter, Laffemas fait percer le canal de Briare, qui est très célèbre par son pont-canal près d'Orléans. Et il favorise le développement de la poste aux lettres, qui a été créée par Louis XI. La France est sillonnée de routes qui sont jalonnées de relais de poste où l'on peut changer de chevaux. Cela sert au transport du courrier, mais aussi des personnes. Laffemas fit aussi venir des capitaux et des ingénieurs hollandais pour assécher le marais poitevin. Ces travaux avaient été commencés par des moines, ils furent continués par ces Hollandais qui sont spécialistes en la matière. Je vous signale qu'en Hollande, s'il y a beaucoup de moulins, ça n'est pas pour fabriquer du pain, c'est pour pomper l'eau afin d'assécher les marais. Le commerce, comme je l'ai dit, concerne avant tout les produits de luxe.
pour lesquels il y a des secrets de fabrication et que tout le monde ne peut pas fabriquer soi-même. Mais ce sont aussi les produits exotiques, et notamment ceux qui viennent des colonies bien sûr. Si bien que des traités de commerce furent signés avec l'Angleterre et aussi avec la Turquie. C'est la suite des capitulations signées à l'époque de François Ier. Et une des raisons pour lesquelles le commerce se développe, c'est la découverte de l'Amérique. Si bien que fut fondée la Compagnie des mers orientales. Et en 1608, Samuel Champlain fonda la ville de Québec. Toutes ces actions en faveur de l'industrie et du commerce font de la FEMAS, dit-on, le précurseur du mercantilisme. Le mercantilisme est une doctrine qui préconise, pour enrichir le pays mais surtout l'État, de favoriser l'entrée de l'or et de l'argent dans le pays et d'en empêcher la sortie. C'est-à-dire qu'il faut favoriser les exportations et limiter les importations, d'où la fondation de manufactures. Mais cette politique a un grand défaut, c'est que son objectif principal est fiscal. Ainsi, une manufacture royale, c'est très élégant comme titre, mais cela veut dire tout simplement que le roi a le droit de puiser directement dans les caisses pour ses propres besoins. Il détourne ainsi de l'argent qui serait mieux utilisé à réinvestir. Donc on préfère favoriser ce qui remplit les caisses du roi plutôt que ce qui remplit les bourses des Français. Et surtout, le mercantilisme se fonde sur la monnaie. Il dit qu'il faut faire entrer la monnaie et l'empêcher de sortir. Mais la monnaie, ça n'est pas quelque chose, c'est un moyen d'échange. On l'empêche de sortir en faisant des prohibitions, on interdit certains produits étrangers ou on impose des droits de douane. Or la FEMAS, lui, a compris qu'il fallait faire tout le contraire. Il ne faut pas empêcher l'argent de sortir du pays. Car la circulation monétaire est en elle-même une source de richesse. Si vous faites sortir de l'argent du pays, c'est que vous achetez quelque chose d'utile, et donc vous vous enrichissez. Si Robinson Crusoe sur son île, au lieu d'avoir un coffre rempli d'outils et d'armes, avait eu un grand coffre plein d'or, il serait mort de faim, car l'or ne sert à rien. Sauf à échanger. Et les Hollandais, les Provinces-Unies, avaient bien compris ce principe. Ils recueillaient les capitaux venus de toute l'Europe, parce qu'ils ne les empêchaient jamais de sortir. Et ils devinrent ainsi, au XVIIe siècle, la première puissance économique du monde, alors que c'est un tout petit pays. Et le contre-exemple, c'est l'Espagne, qui, grâce à la découverte de l'Amérique, a pu importer d'énormes quantités d'or. Mais une fois que cet or a été dépensé, l'Espagne s'est retrouvée pauvre. Elle avait été ruinée par sa richesse. Et d'ailleurs, la FEMAS se plaignit qu'on ne l'ait pas écouté sur ce point, et il quitta d'ailleurs sa charge en 1604. Et quand le mercantilisme se développera sous Colbert, on n'écoutera toujours pas les conseils de la FEMAS, on réglementera la circulation des monnaies, et donc Colbert, par son mercantilisme mal compris, ruinera la France. Pour l'instant, elle s'enrichit encore.